Ba-da-ba-da, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da, ba-ba-day. Ba-da-ba-da, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da, ba-ba-day. Ba-da-ba-da, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da, ba-ba-day. Ba-ba-da, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da, ba-ba-day. Ba-ba-day, 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 ba-ba-day. Stabba-dee da da ba da da, stabba-doo day ba da da, sta da da ba da da, stabba-doo day ba da, stabba da ba da. Bon. Comment ça se passe? J'allais prendre l'air 2 minutes, ça se passe très bien. Ça va. Discussion très intéressante autour de l'exotisme. Oui, Je ferai un petit point pour dire que bon, d'après moi, on ne doit pas débattre de l'exotisme en 2018, mais c'était intéressant de voir que il faut quand même en débattre justement. Parce que dans la société dans laquelle on est, dans l'environnement dans lequel on est, malheureusement, oui, certaines personnes en sont encore à se poser ce genre de questions ou à faire ce genre de référentiel. Donc, mon grand désarroi, c'est encore d'actualité. C'est vrai que bon, certaines personnes vivent dans d'autres réalités. Je pense que je fais partie de ce genre de personnes, mais voilà, c'est encore d'actualité. Donc, c'était intéressant d'aborder, de voir le point de vue et perspective des trois artistes invités. Ouais, des artistes. Et de voilà, poursuivre l'échange. Voilà, et puis de voir aussi ces générations qui se croisent. Clémence, jeune youtubeuse, sa vision, voir que voilà, la relève, la nouvelle génération utilise les nouvelles armes du média, du numérique, pour s'adresser à leur père, et ça c'est super. Voilà. Très bien. Alors, bonjour, je m'appelle Assina. Écoutez, par rapport à cette soirée, je trouve que c'est une bonne initiative. Je trouve qu'il faudrait qu'il y en ait plus, qu'il y ait des espaces de discussion, des espaces d'échange pour découvrir en fait d'autres pans de l'histoire en fait assez méconnus. Ça m'intéresse beaucoup et si vous en refaites, écoutez, je serai des prêtres collaboratifs. Oui, il ne faut pas manger de banane. Voilà, je ne peux plus manger de banane après cette conférence et je n'aurai plus jamais la banane. Je sais pas, c'est un super moment pour se rencontrer et pour entendre parler de... Non mais ouais, c'était un super moment. Merci beaucoup. Voilà, Afro Exploitation, c'est toujours un super espace de partage et avec plusieurs artistes, toujours intéressant. Voilà, continuez. Très riche, tellement d'échanges, ça fait vraiment plaisir. On vient pour parler de notre travail et au final, on recueille, on se nourrit. Et là, je repars inspirée pour tellement de travaux encore. Voilà, c'est un vrai plaisir. Tant de blessures qu'il faut qu'on pense. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette discussion autour de l'exotisme. Déjà, peut-être une petite mise en bouche sur le terme exotisme, qui, on peut dire quand même, est un terme fourre-tout, où on retrouve des choses dans le domaine du culinaire, de la culture, du voyage, enfin un peu de tout, et en organisant une discussion aussi autour de cette thématique, parce qu'on aurait pu en choisir une autre, et ne pas forcément suivre celle qui a été choisie ici au Quai Branly, c'est de l'aborder sous l'angle de la création, et notamment en invitant des créatifs qui sont ici parmi nous. Mais pour revenir quand même sur ce fourre-tout, il faut le dire, quand on dit même la définition de l'exotique, qu'est-ce qui ressort? Il ressort que c'est un phénomène culturel de goût pour l'étranger. Phénomène culturel de goût pour l'étranger, qu'est-ce que c'est derrière tout ça? Il y a quand même beaucoup de vagues et de mouvements qui sont qualifiés par ces phénomènes. On peut parler effectivement déjà de la société romaine, remontant à l'an 600 avant Jésus-Christ, mais aussi les grandes découvertes à travers les différents cabinets de curiosité, les musées qui sont nés
notamment le Quai Branly fait partie aussi de ces musées qui sont nés de cette curiosité, mais aussi la période coloniale compte beaucoup sur cet aspect. Et l'origine même du terme exotique, il n'est pas français. Certains pensent que c'est un terme qui est né en France, mais on retrouvait déjà ce mot dans d'autres cultures, d'autres langages, notamment chez les Russes. Et en France, il ne s'agissait pas du terme exotique à la base, mais plutôt du terme exotimus, pour la première fois, qui a été employé dans des échanges d'après les traces écrites entre Goethe et le duc Charles-Auguste. Puis par la suite, on a eu au XIXe siècle les frères Goncourt, qui au cours des salons parisiens parlaient du sens de l'exotique. Donc le sens de l'exotique, et ils vont en faire un mouvement culturel, littéraire. On va le retrouver par exemple dans la littérature avec Molière, ou encore Antoine Galland, Les Mille et une nuits. Chez les humanistes, forcément, eux qui vont prendre plutôt une position de défense et de dénonciation, chez Diderot avec Candide, le personnage clé qui voyage partout et rencontre différentes cultures, et porte une critique, enfin Voltaire qui porte une critique derrière Candide. Dans la musique, Maurice Ravel ou encore Claude Debussy, cette fois-ci pas au clair de lune, mais peut-être plus arabesque. Et la peinture aussi chez les impressionnistes. Donc là, c'est vraiment la période qui précède la période donc, postmoderne, où on commence à sentir vraiment un intérêt sur ce mot, mais qui est plutôt perçu comme positif. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est la période postmoderne, la période où une critique se met en place, un rejet se met en place, et on va parler clairement de Claude Lévi-Strauss, qui a d'ailleurs été mis à l'honneur ici au Quai Branly. Je cite donc cet anthropologue et ethnologue français qui dit « Je hais les voyages et les explorateurs ». Première expression de son livre, dont le titre est Triste Tropique, et qui est sorti en 1955. Et il dit donc accuser les fournisseurs et consommateurs d'exotiques, et il n'aime pas les effets superficiels et le manque d'intérêt et le manque de profondeur dans l'intérêt pour ces différentes cultures dites étrangères. Le mouvement se renforce et prend forme avec aussi le penseur Roland Barthes, qui dira, donc ce philosophe, lui, ce qui est intéressant sur Roland Barthes, c'est vraiment l'approche des classes sociales. Il va plutôt se focaliser sur la classe bourgeoise, ce qui nous laisse penser que le terme exotique, aborder des sujets exotiques, c'est peut-être aussi propre à certaines classes. Et donc, qu'est-ce qu'il dira Roland Barthes ? Mythe bourgeois par excellence, vide d'imagination, ramollissant par son action et donc nocif. Et pour revenir sur Claude Lévi-Strauss, sur cette phrase qui pourra donner une belle transition avec nos intervenants, lorsqu'il dit et il traite ce mouvement de l'humanisme exotique, il dira coupable d'européocentrisme et de collusion avec le colonialisme, de diffusion du racisme. C'est intéressant justement de rappeler toutes ces étapes donc déjà qui précèdent le postmoderne même et le contemporain, parce que les artistes ici, donc Soraya, Jean-François et Clémence, en parlant de leur travail, nous permettra de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Bon, on va commencer par Soraya, déjà. Soraya Mila, donc tu es réalisatrice, directrice de production chez Mianco Production à Abidjan. Oui, j'ai créé une société de production, donc je suis productrice déléguée. Ça fait 2 mois maintenant que j'ai créé Mianco Production à Abidjan. Et ça part de l'envie de créer du contenu pour l'audiovisuel en Côte d'Ivoire qui part de notre imaginaire à nous, parce que je travaille depuis maintenant 2 ans dans une chaîne qui diffuse en Afrique, dans pas mal de pays. Mais je constate que la programmation et beaucoup de choses sont pensées d'ici. Et donc c'est important pour moi de recentrer effectivement les discours, les imaginaires, et que ça provienne de nous. Donc c'est parti de cette intention. Ouais. D'accord. Et dans ta présentation, donc, tu n'hésites pas à préciser que tu es franco-béninoise camerounaise. Et oui, issue de pote. Exactement. Et en termes de formation, une formation très éclectique, donc les arts plastiques, donc les arts du théâtre, du spectacle vivant. Oui, mais tu peux aussi mettre l'art plastique, parce que au lycée, même si ça date, j'ai fait l'art plastique. J'ai eu 20 sur 20 à mon bac sur Gaudi. Donc ça a commencé très tôt.
que tu as complété la passion, il y a eu l'éveil pour le cinéma, donc une formation de réalisation dans le cinéma, Oui. et ce qui s'est terminé par l'obtention d'un master en production à l'INA. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu tout, la réalisation, le théâtre et la production. Et la production. Ce parcours débouche par la production d'un court-métrage qui s'appellera Exotique. Tout à Je ne fait. le présente pas, on va le découvrir tout à l'heure et tu vas en parler. Ensuite, en 2017, tu réalises un documentaire intitulé Au pays des merveilles, que tu feras à Nouvelle-Orléans, Tout à fait. aux États-Unis. Et tu dis donc aussi que curieuse d'explorer de nouvelles formes narratives avec le médium cinématographique. Donc ta dernière création, donc, qu'on va découvrir exclusivement aujourd'hui, donc Vitiligo, Un extrait. un extrait. Parce que pour le découvrir, on dira où après. Voilà. Mais c'est une collaboration avec la slameuse et poétesse belgo-burundaise Joia Kayaga. Je te laisse prendre la parole et nous parler de ce que tu fais. D'accord. Alors, on va commencer peut-être par Exotique, qui est ma première création artistique. Donc en 2015, je me lance dans ce court-métrage qui raconte l'histoire d'une jeune fille de 14 ans, voilà, noire, cheveux crépus, qui dans sa classe a le béguin pour un blanc, et qui, de par sa toison crépue, ne se sent pas les armes de séduction pour combattre la concurrence des filles aux cheveux vaporeux. Et donc, pour la première fois de sa vie, elle va se rendre au salon de coiffure à Strasbourg-Saint-Denis et demander un tissage. Et cette nouvelle toison, lisse, flottante, elle lui attribue presque des pouvoirs surnaturels. Elle se sent complètement métamorphosée. Et donc, ce récit, j'ai eu envie de le raconter parce que moi-même, en tant que jeune femme noire, je passe de longues heures au salon de coiffure et je me demande toujours, les 3/4 des femmes que je vois rentrer, c'est pour le tissage, quoi. Et donc, chaque fois, je les observais face au miroir et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme une métamorphose, il y a quelque chose de presque surnaturel quand elles ressortent sublimées avec cette coiffure synthétique ou faite par des cheveux naturels. Donc j'avais envie d'explorer le pouvoir de la métamorphose capillaire. Ce film s'appelait normalement Blacking Out. Blacking Out, pour moi, c'est un peu comme le coming out pour les Africains de la diaspora, quand tôt ou tard, leurs racines, en tout cas l'envie peut-être l'interrogation, voilà, ressurgit. Donc pour moi, c'est cette révolution, c'est le blacking out. Mais j'étais pas sûre, voilà, je vis pas aux États-Unis ou quoi, qu'on comprenne bien. Je me disais, bon. Donc je cherchais un autre titre qui ne venait pas, un titre francophone. Et quand je cherchais ça, en même temps, j'étais dans une étape où je voulais retourner vivre en Afrique en tant qu'adulte parce que j'ai quitté la Côte d'Ivoire à 13 ans. Et justement, ça faisait 13 ans que je n'étais pas retournée. Donc, pour toi, cette question, du coup, cette interrogation, elle est propre vraiment aux personnes qui sont hors du continent ou J'y viens, ma chère Nadine. Ah. Donc, je préparais mon retour en Côte d'Ivoire et en bonne déracinée, qu'est-ce que je fais? C'est quand même drôle, pour me reconnecter un peu avec le pays, je lis le guide du routard. Et le guide du routard 2002 qui était quand même le routard Afrique noire. Donc déjà, on se dit dans le politiquement correct, j'ai regardé, il n'y avait pas de routard Afrique blanche. Et depuis, ils ont fait des routards Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, donc ils ont compris qu'Afrique noire, c'était pas terrible. Bon, c'était pas trop précis. Et voilà. Et puis alors, en lisant les pages, je vois le terme exotique qui revient souvent. Oui, quand vous voyagez dans ces pays exotiques, tout ça. Et je me dis, mais fourre-tout. Je sens en fait vraiment, de manière épidermique, physiquement, je me sens dérangée en lisant ce terme, je m'y arrête. Je dis, mais c'est étrange, c'est un terme neutre. Quand je me réfère à mon petit Hachette, moi, on me dit qu'il provient de contrées lointaines, exemple frais exotique, enfin, ça n'a rien de péjoratif. Mais moi, voilà, en tant que jeune fille métisse, il y a quelque chose, pourquoi nous mettre cette étiquette? Est-ce que un routard qui parlerait d'Amsterdam parlerait aussi de contrées exotiques, hein? Et puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est cet exotisme exactement? Donc en continuant mon routard, je tombe sur un chapitre assez édifiant, voilà, par exemple, on parle des tam-tams, parce que bon, il y a ce genre de rubrique dans le routard Afrique noire dès le début. Tam-tam, appelé aussi djembé, vous ne pourrez pas passer outre. Avant le dîner, au retour de la pêche, sur la plage, à la messe,
au cours d'une balade en pirogue. Tout est prétexte pour tambouriner. Alors, j'ai une question quand même. Pour ton guide du retard, là, c'est quelle édition? Sortie en quelle année? 2002 quand même. On est au 21e siècle. On est au 21e siècle. Voilà, alors je dis, c'est pas mal. Après, les rapports africains-européens. La décolonisation non violente a peut-être été une mauvaise chose, au sens où elle n'a pas toujours permis aux hommes de prendre conscience de leur exploitation et de leur aliénation. Ils considèrent le blanc non seulement comme un bon conseiller technique, mais surtout comme un bon juge. Bon, voilà, alors je lis le truc au fur et à mesure, je me dis, mais c'est vraiment, finalement, un peu le mythe du bon sauvage, quoi. Parce que je vous épargne plusieurs passages édifiants où on parle de l'art nègre, dans le guide de retard 2002, et où on dit que l'artiste africain se moque finalement que ce libellé, que des artistes européens aient plagié ça, parce que de toute façon, ils ne signent pas, c'est au présent, ils ne signent pas leur travail, la notoriété, l'individualisme, c'est mal vu là-bas. Donc, je me dis, waouh, finalement, ce routard, avec cette belle couverture d'un enfant qui porte un régime de bananes vertes sur la tête, tout sourire, voilà, j'ai ma réponse à ce qu'est l'exotisme et pourquoi ça me dérange. Et voilà, c'est tout ce que ma protagoniste, Philomène, dans mon court-métrage, ne veut pas être. Elle ne veut pas paraître exotique. Et donc, c'est pour ça que mon film s'est appelé de cette façon. Alors, ça c'était donc mon premier travail, et ensuite j'ai voulu élargir le champ, parce que comme tu disais, l'exotisme n'est pas que européano-centré. Moi, justement, quand je suis retournée vivre en Côte d'Ivoire, je me suis sentie, aux yeux de beaucoup d'Ivoiriens, comme justement quelqu'un qui vient de contrées très lointaines. Chez toi-même. Voilà, chez moi-même. Ah! Alors, ça m'a intéressé d'exploiter ça, ce côté où on n'est jamais vraiment à sa place, peu importe l'endroit où on se trouve en tant que métis, on paraît exotique finalement, aussi bien en Europe qu'en Afrique, jamais assez, jamais. Voilà, dans les us et coutumes, plusieurs fois j'ai blessé des gens, quoi. Bon, on m'appelait la blanche quand j'étais à l'auto-école, et tout le monde voyait de qui on parlait. Bon, allô, la blanche est là, ah oui, bon, ok. Donc, je me suis... Pardon, je vais montrer les extraits après. Oui, parce que je me demandais, est-ce que bon, tu souhaites projeter on va mettre l'extrait d'Exotique avant que je passe à Vitiligo. Ça permettra de mieux se projeter. Voilà, tout à fait. Dans un lointain. Dans un lointain. Pardonnez-moi pour le contraste de l'image. Alors, je remets du début. Voilà, ça serait mieux. Le son, il n'est pas... Alors. Il n'y a pas de son. Ça va? Au niveau du son, vous entendez mieux? Bah, c'est un bruit de fond après. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez pu un peu voir quand même. Oh, voilà. Vous voulez une deuxième fois? Parce que c'est un extrait de... Pardon? Il n'y a pas moyen de baisser un peu ces lumières, de fermer la porte, je sais pas. C'est dommage. Ouais, peut-être que la lumière, effectivement, permettrait de... Ah ouais. Ah, parfait. Il y a des choses d'avoir un peu plus de contraste, puis la porte aussi. On se fait un review de ton... Par contre, on ne voit plus les intervenants, mais je pense que... Les intervenants, c'est une Après, pour le vidéaste aussi en face, je pense que ça devient compliqué, mais après, c'est comme tu souhaites. On peut remettre la lumière. Ouais, franchement, c'est bon, vas-y. Non, mais oui. là, on fera une projection spéciale au Quai Branly. Par exemple. Mais on va mettre la vidéo. Donc c'est la protagoniste, Philomène, que vous voyez, après quel est son tissage. C'est bien là. Il faut rappeler quand même que cette scène, c'est après, lorsqu'elle est passée au salon de coiffure, oui, et qu'elle s'apprête à les séduire. Voilà, exactement. Et donc, juste avant d'aller séduire, on voit qu'elle prend soin de camoufler ce qui pourrait subsister de ses racines.
Donc c'est vraiment un film sur les racines au sens propre comme au sens figuré, quoi. Racines capillaires, racines, les origines et qu'est-ce qu'on fait de ces racines, voilà. Donc c'est vrai que pour nous, pour les gens qui n'ont pas les cheveux crépus, il y a toujours à la naissance de la chevelure, ces petits côtés crépus qu'on ne veut pas forcément. Et donc voilà, l'épreuve du gel pour lisser, pour voilà, ne jamais paraître exotique. Donc après ça, comme je le disais, j'ai voulu étendre le champ de l'exploration de ce que c'est cet exotisme en n'étant pas uniquement européano-centré, c'est-à-dire pas uniquement du point de vue d'une jeune fille noire en Europe qui ne veut pas voilà, paraître étrangère, pas paraître provenir d'une contrée lointaine, voilà, qui veut juste être une Française comme une autre. Et j'ai parlé de deux identités différentes, c'est-à-dire moi, je suis 3 quarts noirs et 1 quart blanche, dans toutes ces choses-là, et j'ai une amie qui, elle, est 3 quarts blanche et 1 quart noir. Ta partenaire Joya Kayaga. Ma partenaire Joya, voilà. Et je trouve ça très intéressant parce que moi, j'ai souffert, donc en rentrant de la Côte d'Ivoire à 13 ans, de devoir me réintégrer ici. Et elle n'a connu le Burundi, le pays de sa mère, qu'à 20 ans, que très tardivement. Et en y allant, voilà, ça a été tout un travail pour elle, justement, il y avait une barrière culturelle qui était très douloureuse pour elle, et cette espèce de... Et sachant que celle-là, peut-être déjà sur place, il n'y avait pas un accompagnement, une préparation. Voilà, c'est ça, il y a la barrière de la langue, il y a une barrière culturelle qui se traduit de multiples façons, elle est très claire aussi. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant d'imaginer, donc je suis partie dans un film beaucoup plus abstrait, avec, ça s'appelle un ciné-poème. En fait, j'ai voulu faire un ciné-poème, donc on est parti d'un poème qu'on a écrit à 4 mains, avec 2 monologues intérieurs de ces 2 femmes métisses qui vivent 2 formes de déracinement différents. Et j'ai voulu après créer des tableaux visuels avec 2 créatures, 2 femmes, 2 silhouettes, qui sont comme en tenue de porteuses coloniales, perdues dans un appartement bourgeois européen de style haussmannien, et qui donc, on s'est pensé qu'ils les envahissent par rapport à leur déracinement et à cet épiderme qui leur pose tant de questions. Donc, Joya est poétesse, donc du coup, c'était une écriture avec beaucoup d'allers-retours. Et donc, les premières strophes, voilà, épiderme, cri muet qui pourtant me définit, armure terne et opaque, étouffant vernis, mon teint leur donne souvent le vertige. Connaître si peu la langue et la terre de ses ancêtres, juste le manque. Au pays de mon grand-père, une étrangère qui doit apprendre. Voilà, on a écrit sur toutes ces choses et donc créé des tableaux visuels qui les accompagnent. Et donc voilà, on voit que la thématique de l'exotisme s'y retourne encore. Et on peut regarder un bref extrait, enfin un teaser. Ah alors il faut éteindre. Il faut éteindre. Donc le poème n'est pas dessus. Oui, c'est sur... on est beaucoup plus sur la peau et sur l'épiderme. Pardon, j'ai perdu la notion du temps. Alors, je propose qu'on revienne tout à l'heure, de toute manière, dans la discussion. Et on laisse la parole aussi à Clémence. Clémence, tu es vidéaste. Tu as 22 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et tu te sers des nouveaux médias et d'Internet pour t'exprimer, notamment YouTube, les réseaux sociaux. Tu es une afroféministe passionnée de voyage. Et dans les sujets, tu t'intéresses à la fétichisation des Noirs, la négrophilie, l'appropriation culturelle et d'autres sujets en plus.
Et l'idée, en fait, c'est quoi? C'est de trouver les fils conducteurs avec des études et théories existantes pour proposer par la suite des pistes de discussion comme aujourd'hui. C'est exact. Du coup, je vais peut-être me présenter brièvement. Je parle du nez, c'est ce qui arrive quand on attrape un rhume 2 jours avant de prendre la parole en public. Donc, je m'appelle Clémence, j'ai 22 ans, j'ai une formation en marketing digital et e-commerce qui m'a du coup, en plus du coup de mon jeune âge, de ma génération, m'a permis de maîtriser du coup les réseaux sociaux et les plateformes que j'utilise du coup pour promouvoir mon contenu. Et voilà, ça fait quelques années que je suis militante sur les réseaux sociaux et que je crée des vidéos du coup sur YouTube. Et donc ma chaîne, le but de mes vidéos en fait, c'est, comme on va le voir parce que j'ai un extrait d'une de mes vidéos à montrer, c'est le but en fait de mon expérience et de mon travail sur YouTube, c'est de créer des liens avec des vécus du quotidien en fait, des choses que tout le monde, enfin les personnes susceptibles de subir le racisme pourraient vivre, avec des théories existantes en fait, des concepts sociologiques qui ont déjà été amenés et traités par des gens auparavant, et ancrer en fait ces vécus dans le réel. Parce que c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué de mon expérience et de l'expérience de proches, etc. C'est que en tant que personne noire en France, pas forcément en France, quand on est exposé au racisme, en fait, une des premières réactions lorsqu'on en parle, c'est une réaction de rejet, de déni, à base de oui mais tu te fais des idées, est-ce que tu ne te victimises pas un petit peu, parce que se victimiser c'est un grand mot qu'on utilise tout le temps. Et voilà, en fait, c'est des phrases et des choses qui peuvent nous faire douter du coup de la légitimité de nos ressentis et de nos vécus. Et mon travail, en fait, il vise justement à dire à toutes ces personnes que non, en fait, c'est pas se faire des idées que d'être, je sais pas, en colère ou frustré par rapport à toutes ces choses qu'on peut entendre et vivre. Et voilà, les sentiments qu'on peut ressentir, ils sont légitimes. On n'est pas seul à ressentir ces choses-là, c'est pas seulement des ressentis qui viennent de nulle part, c'est des théories qui ont été faites en fait, qui ont été éprouvées et écrites par des gens bien auparavant, et voilà, c'est vraiment le but principal de mon travail. Du coup, j'en mets un exemple de quelques minutes. Donc ma vidéo sur la négrophilie. Salut! Pour bien aborder le thème de cette vidéo, il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé, histoire de poser 2-3 éléments de contexte. L'autre jour, sur mon lieu de stage, je profitais de ma pause déjeuner dans le plus grand des calmes, lorsqu'un des employés entre dans la salle de repos et balance, devant les 3 noirs présents dans la pièce, moi comprise, « Ouvrez une fenêtre, ça pue le noir ici !» J'étais quelque peu irritée par ces propos. « Non, Clémence, tu te calmes. » Pour faire court, parce que cette histoire mériterait une vidéo à part entière, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, sachant que j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers sur Twitter. J'ai dû attendre 2 jours pour que le mec demande à voir les personnes présentes et concernées par cette injure pour s'excuser. Et un de ses arguments, c'était... Et puis, je veux pas dire, mais ma copine est noire. Ah, c'est pire. I'm staying up. I'm wilding out. I'm leaning in. Comme pour toutes mes vidéos traitant de thèmes relatifs au racisme et à l'afroféminisme, j'ai cherché une définition précise ainsi que l'origine de ce mot. J'ai donc tapé négrophilie définition dans Google et voici les 4 premiers résultats que j'ai obtenus. Ça va l'internaute, on se sent bien, pas trop honte. Bref, faute de définition académique et précise, on va assembler les quelques pistes qu'on a sous la main. Le poète et historien de l'art français Jean Laude serait à l'origine du mot négrophilie. Dans son livre La peinture française 1905-1914 et L'art nègre, contribution à l'étude des sources du fauvisme et du cubisme, je sais, c'était long, publié en 1968, il utilise ce terme pour désigner l'enthousiasme porté à l'Afrique après la Première Guerre mondiale. Bon, on peut voir que le mec n'était pas forcément du bon côté du bail non plus. La négrophilie prend ses racines dans les années 20
et est due au combo colonisation plus arrivée de soldats noirs américains sur le sol français. Et ces deux événements ont provoqué un afflux important de la culture et des arts africains et afro-américains en France et en Europe. C'est ainsi que la France a notamment connu le jazz, de nombreux styles de danse et des artistes noirs qui sont encore connus aujourd'hui, comme Joséphine Baker par exemple. Du coup, vu comme ça, on pourrait penser que la négrophilie est une amélioration par rapport au racisme découlant de la colonisation. Oui, mais non. Donc en fait, la négrophilie enferme juste les noirs dans un stéréotype différent. Au lieu de peupler l'imaginaire des personnes blanches avec des noirs qu'on craint, on le peuple de noirs qui nous divertissent. Et comme tous les stéréotypes, si les personnes concernées ont le malheur de sortir de cette case, ils ne sont plus tolérés. Alors du coup, vous allez me dire, oui, mais ça c'est de la théorie, c'est des livres et tout, comment s'applique la négrophilie au quotidien? On y vient tout de suite. La négrophilie, en pratique, c'est Joséphine Baker, activiste et militante antiraciste, mais qui n'a été connue et reconnue que pour ses spectacles où elle divertissait des blancs avec sa célèbre ceinture de banane, et qui, ironiquement, est aujourd'hui l'emblème des blancs nostalgiques de l'époque de la colonisation. Je pense que le côté activiste de Joséphine Baker aurait 2-3 trucs à dire sur le sujet. Ce n'est que mon humble avis. Serge Batman, la Vénus noire, dont Elawan a très bien résumé la vie dans notre vidéo en collaboration sur la misogynie noire, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, qui a été exposé dans toute l'Europe comme un animal pour que les gens puissent s'extasier devant ses cheveux et ses fesses, mais qui a passé la majeure partie de sa vie en cage et a fini par se prostituer, mourir dans la misère et être disséqué. La fascination ne veut pas dire le respect. Tous ceux qui ont des amis, des amants, des compagnons, des compagnes, des maris, des épouses noires, mais qui soutiennent des idéologies racistes et qui votent pour des gens comme Trump et Le Pen, les gens qui couchent avec les femmes noires mais qui vont traiter les hommes noirs de racailles et de nègres, ou l'inverse, les femmes qui adorent les corps des hommes noirs mais qui vont traiter les femmes noires de niafou et de putes nègres, Chira Kirinsky, cet entraîneur de football qui explique pourquoi il adore prendre des joueurs noirs dans son équipe, mais pour certaines qualités seulement. Je dirais typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend, qui est prêt au combat, généralement, qui est toujours un peu qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Donc il faut de tout. Il faut de tout. Voilà, c'est un extrait de mon travail. Voilà, donc je prends des théories, des faits et je les relie aux événements du quotidien avec lesquels on ne ferait pas forcément de lien d'habitude en fait. Merci Clémence, on rentrera dans la discussion tout à l'heure. Et enfin, Jean-François Bouclé, artiste plasticien basé à Paris, né en Martinique, il a vécu en Martinique jusqu'à ses 17 ans. Ensuite, il est venu en métropole pour suivre une formation à l'École nationale supérieure des beaux-arts à Bourges, puis à l'École supérieure des beaux-arts à Paris. Je ne vais pas être très longue dans ta présentation, mais je suis tombée sur une citation d'un commissaire d'exposition, donc Jaida Orsini, un curateur critique colombien, qui a résumé de manière très claire aussi ce que je pense, puisque moi, en tant que commissaire, j'ai travaillé avec toi. Il a dit « Bouclé ne peut être catalogué dans une langue spécifique. C'est pourquoi il est très difficile de l'envisager à partir de la performance, de la vidéo, de l'installation ou de ses dessins. J'aime à le voir via la façon dont il matérialise sa pensée dévorante. Bien que pour beaucoup d'artistes et de penseurs caraïbes, la résistance soit un espace investi quand il s'agit d'interpréter et de définir la Caraïbe, pour Bouclé, la résistance a cessé d'être une option puisque son corps fonctionne comme une sorte de parangolé, où avec son corps cannibale, il traverse des situations de violence en même temps qu'il est traversé par la violence. Je te laisse la parole, Jean-François. Bien sûr, le diapo. Juste en parallèle ici pour le suivre. Je remercie Nadine, Léonce et Kate Branly pour cette belle invitation. Donc, exotisme. Donc j'ai
je relis ce mot là dans cette présentation à la marchandise dans mon travail. Là, vous avez une installation consommant raciale. Tu peux faire des pauses parfois, juste. Bien sûr. Par exemple là, arrête-toi là. Et ça rejoint vraiment des choses qui ont été dites avant moi. C'est très intéressant. On change de lieu. Attends, c'était pas sûr. Ah, non, pas moi. Non, c'est moi qui suis pas sur pause. Ah. Et donc c'est une installation que j'ai faite pour la première fois en 2005, donc il y a très longtemps. J'étais en Colombie, je faisais une expo et j'ai décidé de voir. J'étais à Bogota, la capitale. J'ai décidé un pays que j'aime beaucoup. Je le précise, qui est important dans ma vie pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui sont là, qui viennent. Bon, elle est née en Colombie. À partir de, vous voyez un sac plastique. On va pas fermer les lumières, sinon je serai plus là avec vous et c'est important qu'on soit ensemble. Mais vous le verrez après dans ce diaporama. Vous avez je vais à Cali et je suis allé spécifiquement à Cali parce que je sais que c'est une place particulière des Africains colombiens à Cali. Voilà. Donc là, c'est simplement un sac poubelle avec des sacs poubelles. Et vous voyez que la femme et la femme noire sont devenues, et elle est bien noire, hein, c'est pas... Parce que ce sont les noirs qui font le ménage là-bas. J'ai pu le constater chez les personnes chez qui j'étais invité. Hein. Et à l'ancienne, hein, vraiment à l'ancienne, dormant dans la cuisine. Et donc voilà, elle est gantée de blanc. Donc c'est tous les stéréotypes habituels qu'on voit. Grande bouche, sourire, les yeux comme ça. Et toujours le contraste blanc-noir, voilà. Et donc tu peux continuer. Donc c'est sur une étagère qui peut faire 7 mètres. Ça va du... Et là vous allez voir une série de dessins de peintures 100% white que j'extrais de ces peintures. Ce sont ses yeux. Et donc ce sont des objets qui vont aller du tout blanc, entre guillemets, au tout noir. À gauche de l'étagère, il y a tous ces produits qui sont liés aux cosmétiques, au bien-être, tous. Et sur la question du genre aussi, on aura la femme. À un moment, j'ai vu arriver, depuis 15 ans, la femme chef d'entreprise. Donc ça se voit, costard, elle prend l'avion, elle s'enlève les... Voilà. Mais elle est du côté des blancs et du côté des noirs, comme vous l'avez vu. Tiens, arrête-toi juste là. Voilà. Et ben, ça va être des produits, c'est le lavage, c'est tous les stéréotypes, c'est beaucoup le chlore, ce qui blanchit. Et évidemment, en France, on a Banania, mais derrière Banania, c'est... Bon, là, vous avez une série de peintures que vous voyez. En fait, à un moment, j'ai aussi extrait de ce travail, cette représentation du noir, le noir qui est un construit, hein, qui est construit par l'Europe. L'Europe a construit la figure du noir. Elle l'a inventé, et elle s'est aussi inventée elle-même, le blanc. Ce sont des inventions idéologiques qui ont eu pour but de justifier invasion, domination. Donc là, dans cette série de peintures, j'extrais de cette installation, qui est un travail que je mène depuis très longtemps, de collecte. En fait, quand je vais dans un pays, dans tous mes voyages d'exposition, une des premières choses que je fais, c'est d'aller dans tous les supermarchés d'une ville. Et je voyage sur tous les continents, toute l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine, la Caraïbe, les États-Unis, l'Asie. Et je vais dans les petits supermarchés, dans les gros supermarchés. On n'a pas les mêmes, les gros nationaux et les locaux. Ce qui fait que j'ai donc un vrai travail de recherche. Et je vais trouver, alors beaucoup, ça c'est quelque chose de marquant, beaucoup en Amérique latine, Caraïbes. L'Amérique latine, il y a une relation, c'est très puissant la place, en particulier des Noirs dans les produits de consommation, mais sous des traits extrêmement violents. Hein, extrêmement violents. Le noir est celui qui vous sert votre petit déjeuner. Voilà, quand il ne vous nettoie pas, etc. Donc voilà, on va continuer sur... Là, vous voyez des bananes. Mettez-vous à la place du public dans le lieu d'expo. Numéro de téléphone. Oui, la légende est un peu trop... Je sais pas. C'est en plein écran. Hein. C'est en plein écran. Ah, c'est parce qu'on voit le bouton. C'est parce que tu le vois ici, mais... Tu peux enlever donc le curseur des flèches. Double-clic apparemment. Ah ouais. Ah non. Ah oui, voilà, c'est bien ça. Ah oui, d'accord. Ouais, ok, tu me vois voilà. Comme ça, vous voyez les légendes. D'accord. Par contre, il n'est plus en plein écran. Ça va, c'est bien. Monkey Banana. Donc là, on va rejoindre aussi, voilà, autour de ce mot un peu valise d'exotique. Monkey Banana, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces bananes qu'on jette en Europe sur des Noirs dans les stades de football. Donc, continue. Donc,
Vous arrivez, vous voyez des bananes. Ah, on est revenu au début. Ah non, c'était juste avant. Et quand vous approchez un peu de cet étalage, on est encore dans la marchandise, dans le produit de consommation. Vous voyez que c'est un humain qui est devant vous, qui est presque proposé à la consommation. Vous pouvez le dévorer. D'ailleurs, le public, dans certains pays, a mangé ses jambes. Et j'ai pris acte de ça, et très rapidement, je l'ai donné à cannibaliser au public. Je viens de le faire, vous allez voir, tu peux continuer. Vous verrez des images, je l'ai fait récemment, où il est de... Voilà. Je vais simplement vous lire cette phrase que vous pouvez lire. Quand vous appelez sur l'installation, donc c'est une installation sonore, vous pouvez appeler un répondeur téléphonique avec votre portable dans le musée qui dit, et vous entendez une voix qui vous dit « Hier, sur les rives du Mississippi, on pendait aux arbres d'étranges fruits. Aujourd'hui, dans les stades de foot, on jette des bananes sur des hommes en poussant des cris de singes. » Et souvent dans mon travail, il y a une première... Voilà, on est capté de façon assez différente, mais il s'agit de capter le regard du public, son corps, de le déplacer, le déporter, et comme il est souvent question dans mon travail de la violence, de façon assez différente, c'est délicat d'aborder notre violence humaine. Donc, parfois, je le capte d'emblée. Et là, non, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas face à quoi il est, et c'est quand il tombe, là c'est un niveau de violence. Mais peut-être aura-t-il vu les noms des footballeurs noirs, qui ont tous reçu des bananes. Là, donc j'ai continué ce travail sur la banane, l'icône warholienne, pour ce qui est de l'art moderne, mais qui est une grande figure de la racisation, de l'exoticisation, et cette banane, je l'ai marquée de colère, les fruits de la colère, les bananes de la colère. Et je suis de la Martinique, nous avons une monoculture d'exportation de la banane, Martinique, Guadeloupe. Nous payons le prix dans nos corps de cette monoculture d'exportation au niveau de l'environnement. C'est une catastrophe rarement vue dans le monde. Et à partir de ça, je me suis déplacé au Costa Rica où je suis allé, la United Fruit Company, en Colombie où j'étais cet été. Cet été ? Oui, été 2017, oui c'est ça. 2017. Oui. C'est Dakar. Non, ouais. Et cet été, j'étais 2 mois en résidence en Colombie, dans la Zona Bananera, c'est même une ville, autour du roman de Garcia Marquez, 100 ans de solitude, où il a pour moi, voilà, je suis rentré dans la littérature latino-américaine, caribéenne, avec 100 ans de solitude avant de lire Glissant et d'autres. Et tiens, fais une pause là. Dans son roman apparaît la ville de Macondo. Macondo, aujourd'hui j'en parle d'un global Macondo. C'est ce dans quoi on vit tous aujourd'hui. Macondo, c'est un lieu imaginaire, mais ça a bien eu lieu. Je suis allé dans tous ces lieux, dans des plantations bananières. Et en 1928, la United Fruit Company domine ce pays, la Colombie. On demande, voilà, comme on peut avoir, on a eu ça dans l'histoire Martinique, Guadeloupe, on demande 1 centime d'euro d'augmentation, enfin les ouvriers agricoles, et bon, là-bas c'est pas les gendarmes, mais c'est carrément la United Fruit Company qui appelle les militaires, et comme on est en Colombie, en Amérique latine, et puis voilà, en 1928, 1000 morts, un massacre généralisé. Et dans la conscience des Colombiens, c'est un moment extrêmement important, pour parler du massacre des bananeraies à n'importe quel enfant, on lui aura transmis cette mémoire. Et donc vous voyez le fruit comme ça qu'on voit sur nos étalages ici, avec cette charge d'exotisme, voilà ce qu'il y a derrière. C'est du côté des pays producteurs. Et j'en ai aussi extrait une série de dessins où cette figure idéale devient phallus déformé, devient souillé. Voilà. Là c'était récemment à la foire d'art contemporain ACA, où j'étais avec la Maëlle Galerie. Le Bananaman, 300 kg de bananes, était en special project, avec aussi des dessins et une photo que vous verrez après. Et j'ai donné à la dernière heure, à l'heure de clôture de la foire, j'ai donné au public à cannibaliser le Bananaman. Mais donc, vous voyez, à cannibaliser toute la violence que j'ai créée sur la banane. C'est ça que le public ingère.
Et je propose au public, comme une performance que vous allez voir qui va suivre, et que j'ai faite invitée par Nadine Bilong, que vous voyez là. D'ailleurs, je crois que c'est ces gens qui sont là. Non mais je me rappelle, je sais que tu es sur plusieurs images. Et donc en 2016, Nadine Bilong est commissaire invitée à la Biennale de Dakar, dans la section qui s'appelle Contour, et elle m'invite. Elle m'avait entendu parler d'une performance que j'avais faite à Colombo in Colombo, où j'ai préparé un colombo de quoi? De poulet antillais pour 300 personnes là-bas. C'est ça, hein? Oui, pour 300. Mais si tu peux même rentrer dans la source même de pourquoi tu as fait Colombo, parce que c'est l'argument pour lequel tu as fait Colombo. Je t'ai invité à Dakar. Ça peut être intéressant. Oui, alors on met une pause, oui, rapidement. Et donc, je suis martiniquais, mais j'aurais pu être guadeloupéen. Nous, finalement, un de nos plats nationaux, c'est le colombo. Bon, moi, je le prépare depuis tout petit. Mon père, c'était pas son métier de base, mais était aussi restaurateur. Il avait un restaurant et les enfants travaillaient. Et que je suis retourné par exemple, à 19 ans pour faire travailler presque un an. Et j'étais chef d'un restaurant gastronomique, 50 couverts midi, 50 couverts soir. Et je faisais mes 50 kilos de colombo. Donc la Biennale de Colombo m'invite, et je me dis, mais je vais leur faire un colombo. Donc je mets en place une performance culinaire. Donc qu'est-ce que c'est? La veille, pendant une journée, je vais acheter dans le marché, magnifique, je vais acheter chaque chose que je trouve avec difficulté, ou certaines choses on trouve très facilement. J'ai ramené mon colombo quand même de Paris, que j'ai acheté à Ménilmontant, mais toujours le colombo de la Guadeloupe, hein, parce que ça c'est un truc de ma famille, on préfère, il est plus fort, plus dense, voilà. Et d'ailleurs j'ai même rencontré l'entreprise, l'entrepreneur, on a parlé il y a un an. Et pendant une journée je cuisine, j'achète, je cuisine, on a cuisiné toute la nuit. J'ai eu 1 heure de sommeil, et au déjeuner, donc la performance, je suis habillé dans ma tenue de restaurateur, de cuisinier, enfin sans trop de, voilà, ma veste noire de restaurateur, enfin voilà, de cuisinier plutôt, et je fais le service à tout ce public qui est là, et qui va, avec du riz et du colombo, qui va manger mon colombo, et en même temps, il y a une Françoise Vergès, qui est politologue, qui est de la Réunion, qui vit à Paris, donne un talk par Skype. Donc il y a un écran de projection, et en même temps que les gens mangent et que je sers sans jamais rien dire, je ne suis pas en position de parole, Françoise Vergès est en position de parole et parle de pourquoi le colombo, ce sont ces personnes, on pourrait appeler ça aussi finalement épices exotiques, voilà. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, après l'esclavage, après la seconde abolition de l'esclavage en Martinique, Guadeloupe, mais aussi dans les colonies anglaises, les Noirs ne veulent plus travailler dans les plantations. Mais pas parce qu'ils n'aiment pas le travail, ou parce que l'esclavage, ils veulent... Non, c'est comme volonté politique, tactique, de casser l'économie plantationnaire qui allait passer d'esclavagiste à colonialiste. La France et l'Angleterre avaient des ports de commerce dans toute l'Asie, et ils ont fait venir des travailleurs qu'on appelait les engagés. Certains sont restés il y en a aussi en Afrique du Sud, et ils les ont fait venir. Mais quand je dis ils les ont fait venir, ça a été, c'est beaucoup de personnes. On les appelle engagés parce qu'ils devaient revenir au Sri Lanka, en Inde, au Japon. Il y a eu des Japonais, les Français ne le savent pas. Même les Martiniquais ne le savent pas, les Guadeloupéens le savent. Il y a eu des Japonais en Guadeloupe, il y a eu des... Moi, dans mes origines, j'ai aussi des origines, on ne sait pas trop, est-ce que c'est chinois ou vietnamien? Voilà, c'est pour ça qu'en France, on prend pour un Marocain, en Amérique latine pour un Colombien, un Brésilien, en Asie pour un Asiatique. Voilà. Et voilà, mais derrière une épice, derrière, alors le guide de routard, c'est formidable. Hein. Formidable, il est collecteur. Parce que tout à l'heure, quand tu parlais, j'avais envie de dire, ça pourrait être, et je vais vous parler d'un département français, ça pourrait être un guide de routard sur la Martinique. Ouais. Exactement. J'en ai vu des guides de routard, mais sur un but de recherche. C'est illisible, tellement ça dégouline
de tout ce qui était normal du temps de la colonisation. Et vous avez vu, évidemment, on retrouve des... C'est intéressant, bananes, sourire, voilà. Donc, voilà pour Colombo. Donc, Nadine, je lui avais parlé de ce travail, et elle avait cette invitation à la Biennale, à l'invitation de Simon Djami, et voilà. Et ça a donné un nouveau travail. Donc, face publique, j'ai scarifié avant mes bananes, et face publique, je vais prendre une banane, lire la phrase « Eat your liberty », éplucher, jeter la peau presque au pied du public et mettre dans le bouillon, mettre dans mon faitout où avant j'ai mis du sucre de canne, encore des choses qui font rêver, on va dire, sur le pan exotique qui exoticise le monde. Mais sucre de canne, c'est la canne, c'est la plantation. Le citron, la cannelle, c'est encore tout ça. Muscade. Je n'ai pas mis de rhum comme on était à Dakar, ce qui est logique. Oui. Purement logique. Il faut respecter les cultures. Je l'ai fait j'ai fait ce travail en Colombie cet été. Bon, j'ai mis du rhum. Mais d'ailleurs, c'était intéressant pour toi en tant que Caribéen d'aller en Afrique, justement, principalement aussi au Sénégal, qui porte aussi cette religion, donc l'islam, d'être confronté à cette double approche caribéenne, africaine, la religion. Donc pour toi, il y avait finalement plusieurs enjeux. Oui, mais j'aime, en fait, je pense, en fait, c'est pas que je pense dans le déplacement, c'est que je suis pensé par le déplacement. Je suis arrivé à, alors, c'est vrai que j'ai passé 17 ans en tout en Martinique, je suis arrivé à Paris à 15 ans, mais j'y suis retourné en tout 2 ans après. Et c'est vrai que c'est à 15 ans quand je suis arrivé à Paris, et j'en parle comme d'un déplacement civilisationnel entre la Martinique et Paris, et l'Hexagone, c'est une autre civilisation. On ne se parle pas de la même manière. Enfin, voilà, rien n'est... Voilà, c'est deux mondes qui ont 2 histoires, avec des liens, évidemment. Voilà. Et... Oui, je disais que j'étais... Quelle était la question, c'était justement dans les discussions qu'on a eues dans ton travail, et tu parles de ce déplacement. Mais, ah oui, je disais que j'étais pensé, oui, voilà, j'étais pensé par le déplacement. Et c'est vrai qu'un artiste plasticien, vous voyez, enfin, chaque expo, là je reviens d'où? De Miami. Voilà, non, parce que Et c'est vrai que selon le pays où vous êtes, vous arrivez avec une intuition. Moi, en général, j'arrive avec si je dois produire sur place. Et pour moi, c'est extrêmement important, la contrainte est extrêmement importante. Et penser cette question de l'alcool dans le rhum, enfin dans ma confiture de banane, donc ça s'appelle, tiens, mets un stop là-dessus, puis je vais finir rapidement là-dessus, pour le temps. Donc la confiture de banane, donc après la performance, donc sans rhum, et après la performance, je propose au public qui est là, de traverser ce champ de mine de peau de banane écrasée au sol avec ses écrits et de manger ma confiture de banane. Donc, encore une fois, un processus, quelque chose à voir avec la cannibalisation. Mais je ne l'entends pas comme a pu l'entendre De Andrade au Brésil dans les années 20. Je ne suis pas brésilien, je ne suis pas à cette époque. Et c'est un contexte assez particulier où le cannibalisme culturel, il s'agissait de se dire, bon, en Amérique latine, on se laisse traverser par l'Europe, par les natifs américains, etc. Bon, c'est un moment historique. Moi, quand j'invoque la question cannibale, je rappelle que la Caraïbe est à l'étymologie du mot cannibale. Cariba, caniba. C'est comme ça que s'appelaient ce qu'on a appelé les Caraïbes et les Araroques. Ils s'appelaient l'un et l'autre appelaient les Caraïbes comme ça. Voilà. Et Colomb arrive dans cette histoire. D'ailleurs, j'ai entendu que tu as parlé de découverte. Attention à ce mot surdéterminé. Nous devons toujours... Il va avec le contexte. Hein? Il va avec oui, le contexte. voilà. Hein? On ne découvre pas... Si on découvre un continent où il y a 80 millions d'habitants, ils sont déjà presque morts. C'est que pour celui qui découvre, c'est comme s'il n'était pas là dès le début. Voilà. Jean-François, donc cette performance, celle-là, c'était donc Amiens. Oui, voilà, donc c'est celle dont je vous ai parlé. Donc là, je suis devenu le Bananaman.
Et donc là, je vais croiser carnaval. Donc là, c'est ce qu'on appelle un mas. Un mas. Je suis traversé par l'esprit du mas. Je suis le bananaman. Et ça va être aussi un cyclone. Parce que le cyclone est très présent. En fait, je mets en place une protest march. On est aux États-Unis, en Floride. D'ailleurs, au même moment où j'étais là, il y a eu le massacre dans l'école. C'était exactement à Miami. Qui ont généré encore plus de protest march. Il y avait celle sur Trump, les armes, c'est pas nouveau. Et ça, j'ai saisi cet élément-là. Tu vois, et quand je me déplace, et donc j'ai changé un peu mon travail, et j'ai inclus cette dimension de croiser ce que c'est qu'une protest march et un carnaval. Parce que le carnaval caribéen est un carnaval politique, toujours politique. Mais politique, c'est pas ennuyeux, mais il est mystique et politique. En particulier, les groupes à peau en Guadeloupe. Voilà, les groupes à peau, à Quillo, Voukoum, là on n'est plus même dans le carnaval, tellement c'est politique et ils ne se revendiquent pas comme tel. Et donc, là, j'arrive en Bananaman et je donne au public 30 pancartes de protest march. Et là-bas, ils savent tout de suite ce que ça veut dire. Là, vous voyez le logo de la United Fruit Company, qui avait une arme dès le début. Et donc, le public, je lui demande de faire tournoyer cette violence. Mais cette violence, ce sont mes mots. Toutes les phrases que vous avez lues, ce sont mes écrits. Donc, c'est une poétique, c'est un vent. La performance s'appelle « Tu appartiens au vent ». Et je crois que nous, en Caraïbes, nous appartenons au vent. Évidemment, nous avons eu les derniers cyclones qui sont dans... Là, on passe dans un autre univers. Ils ont été capables de raser en totalité la Dominique, même la forêt tropicale, ce qu'on n'a jamais vu, qui est notre lieu mystique, qui est le lieu où les marrons pouvaient s'enfuir. Donc, l'île de la Dominique a été rasée. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Mais voilà, je revendique quand même cette idée, même que nous en Caraïbes, excusez-moi la façon de le dire, le nous n'est pas... Mais je préfère parler de la Caraïbe. Je parlais de cannibalisme. Et bon, l'exotisme, je suis plutôt là, moi, pour rompre, casser les murs entre endogène et exogène. Voilà. Et le cannibale, dans le cannibalisme, il n'y a pas d'endogène et l'exogène. Je suis un lieu où je suis traversé, comme je peux être traversé par un cyclone. Merci Jean-François. Je propose qu'on laisse la parole au public. Alors, on vous laisse la parole, mais ensuite, il y aura la possibilité de discuter individuellement avec les artistes dans la partie networking. Donc, parole libre. Qui veut commencer? Donc, tout en haut. Alors, le temps que le micro arrive, n'hésitez pas à vous lever pour vous exprimer. Je pense que c'est la personne tout en haut, au dernier étage, en lunettes. Et merci à vous trois, Soraya, Clémence et à Jean-François. Le temps que le micro se mette en place. Merci pour ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu écouter. Merci. J'ai juste je ne sais pas comment l'appeler, un sentiment que j'aimerais partager avec vous, monsieur le plasticien. J'ai une sorte de rejet viscéral du fruit banane depuis ma tendre enfance et je ne peux même pas toucher la banane et j'ai rencontré d'autres personnes qui partageaient ce dégoût. Donc j'ai commencé à développer une théorie sur l'épigénétique, qu'il y a peut-être des ancêtres qui se sont fait, je ne sais pas, peut-être harcelés ou violentés avec ce fruit-là, mais je ne sais pas si c'est une coïncidence ou c'est le fait que, statistiquement, voilà, je fréquente des Noirs, mais les autres personnes qui étaient concernées par cette condition étaient elles aussi noires.
Donc voilà, je voulais juste me partager ça parce que là, regardez comme ça, c'est plutôt cathartique. Mais j'avais croisé à l'ACA le... Jean-François Ouais, je l'avais croisé et ça m'a... pas plu là. Non, non. Je comprends. Mais je comprends parce que moi-même, je ne mange pas de banane. Comme je n'ai jamais mangé de banania. Et vous avez vu que j'ai mis les mains dans la en faisant des peintures au banania. J'ai mis de l'eau et de la poudre de banania et j'en ai fait des peintures. Et je n'ai jamais mangé de banania, mais sachez que même en Martinique, allez dans le supermarché, vous allez trouver du banania. Dans tout lieu français, il y a du banania. J'en ai trouvé à Londres. J'ai exposé à Londres des peintures au banania, mais en 2008. Et je me suis dit, je vais en trouver. Eh ben, j'en ai trouvé dans une épicerie française pour Français. Et ce travail s'appelle « Je l'ai mangé toute mon enfance ». C'est quelqu'un du public, quand j'avais montré une étagère avec plein de boîtes de banania, qui me dit « Ah, banania, j'en ai mangé toute mon enfance ». Et moi, je l'ai transformé avec « Je l'ai mangé toute mon enfance ». Mais bon, et si banania s'appelle banania, c'est qu'il y avait pendant la Première Guerre mondiale, 1916, je pense, ça apparaît, de la fécule de banane. C'était censé fortifier les petits bébés blancs de l'Hexagone dans un contexte de problèmes nutritifs pendant la Première Guerre mondiale. Et je comprends tout à fait, je veux dire, la répulsion est aussi culturelle, mais culturelle dans un sens géographique et historique. Je pense qu'on ne peut pas, entre guillemets, les Suds qui ont croisé aussi la carte de la colonisation ont un autre ressenti de la banane. La banane est associée à la racisation de l'autre. Par exemple, Monkey Banana, c'est le titre de l'installation. Pourquoi Monkey Banana? C'est ces bananes qu'on jette sur les Noirs. Et dans les siècles passés, le noir a été associé à la banane pour dire qu'il est encore au stade du singe qui monte dans l'arbre. Et ça, j'ai trouvé parce que j'ai une autre installation, j'ai d'autres séries de travaux qui ne sont pas là, dont un qui s'appelle Le Petit Musée des Horreurs Coloniales, où je mets de vrais objets d'époque de la colonisation, mais je m'y mets aussi, parce que mon grand-père martiniquais était magistrat colonial quand même. Donc il a appliqué le code de l'indigénat dans l'actuel Cambodge et Vietnam. Il a été aussi en poste à Djibouti, à Madagascar, parce que la France coloniale utilisait des Martiniquais et des Guadeloupéens pour coloniser en Afrique, et ça a laissé des traces d'ailleurs, on s'en rappelle aujourd'hui encore, et aussi ailleurs. Donc dans ces deux autres installations, je m'y mets moi-même, enfin je m'y mets. Voilà, c'est là. Et des collections de cartes postales très dures, les scènes et types, voilà, il m'avait légué la... Et donc, sur cette carte de la colonisation ou de la racisation, le signifiant banane est vraiment puissant. Et Banania avait édité, donc pour les enfants, imagine, bon, voilà, mais voilà, c'est ça, énoncer les choses. Dans le kit Banania, on avait les enfants, les bébés avaient aussi des petites cartes, comme on fait. Et là, c'est des petites cartes éditées par quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Vika, dans les années peut-être 30. Deuxième Guerre mondiale, ce cher Vika, il est ultra collaborateur, mais dur, antisémite, dur, et il passe pas la guerre. Parce que là, il passe pas ça. Donc, il disparaît au niveau des images, il peut plus produire. Donc, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a la colonisation, et là, il se lâche totalement, et je les garde vraiment très précieusement. Et dans plusieurs d'entre elles, le visage du noir, c'est un singe. Donc je comprends, mais après, la banane, c'est beaucoup de choses. La banane, pour moi, j'en parle aussi comme du phallus apolitique, toujours du noir. C'est beaucoup de choses. Hein. Après, la banane, en Amérique latine, ça va être beaucoup le signifiant United Fruit Company, mais le Cameroun, vous êtes touché par la banane. D'ailleurs, vous êtes même touché, je pense, par le même pesticide que nous. Oui, d'un point de vue environnemental, bien sûr. Voilà, un des plus durs au monde. Mais je comprends, mais écoutez, je partage avec vous cette chose. Le champ est large, et je pense que sur le sujet de la banane, Clémence, en parlant aussi de Joséphine Baker, tout à l'heure, il y avait des éléments. Oui, c'était... je rejoins un petit peu les avis, en tout cas, que la banane, c'est un fruit qui
qui peut être, on va dire, un peu stigmatisant en fait, parce que c'est un signe en fait, c'est toujours un symbole en fait de notre déshumanisation, je trouve. Et voilà, c'est pour ça que je pense que Joséphine Baker, qui était quand même assez maligne, parce qu'elle savait ce qu'elle faisait, parce qu'elle était militante encore une fois, le savait, et c'est pour ça qu'elle en a joué, c'est pour ça qu'elle a choisi ce fruit-là en fait, pour justement faire son costume pour ses spectacles en fait, et en étant meneuse de revue. Bon, après, je pense aussi qu'il y avait d'autres aspects pratiques, comme quoi, je sais pas, par exemple, une noix de coco ça couvre moins et c'est un petit peu plus lourd, mais je pense qu'en dehors de ça, elle savait ce qu'elle faisait en fait, et elle a joué de cette image-là. Mais c'est vrai que oui, encore aujourd'hui, voilà, c'est pas anodin, c'est la preuve que c'est pas anodin, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2018, on a encore des joueurs de foot noirs qui reçoivent des bananes dans les stades. Donc c'est un imaginaire colonial qui est encore très, très présent dans les esprits de tout le monde, en fait. D'autres questions? Oui, monsieur. J'ai une voix qui porte, donc je pense que je n'aurai pas besoin de micro. Mais je voulais avoir l'avis de nos invités, notamment de Clémence et peut-être de Jean-François aussi, sur la campagne qui a été faite par une grande enseigne avec ce t-shirt H&M. Clémence, est-ce que dans tes vidéos, justement, il y a quelque chose là-dessus? Est-ce que tu as réagi J'avais réagi sur les réseaux sociaux. Mais voilà, pour moi, ça m'étonne même pas. C'est une énième fois, j'étais déçue. Ça m'étonne même pas, en fait, parce que pour moi, ça dépasse même le concept de juste la fétichisation et la négrophilie. C'est en fait, dans la continuité de la déshumanisation des corps noirs, en fait. On est des objets. Et dans ce cas-là, un rebond marketing en fait, parce que je suis à peu près sûre que H&M savait ce qu'il faisait, parce que voilà, enfin, on ne peut pas mettre ça tout le temps sur le compte de l'ignorance en 2018. Je pense que la marque savait pertinemment ce qu'elle faisait en fait, quand elle a habillé ce petit garçon noir d'un t-shirt affublé du slogan le singe le plus cool de la jungle. Qui a été diffusé absolument partout dans le monde. Et voilà, je pense que même sans entrer dans les considérations de savoir si le petit garçon savait à quoi il était exposé, s'il était conscient de ce qui se passait, la position des parents sur le sujet, la marque savait ce qu'elle faisait en fait. Elle savait très bien le scandale que ça allait provoquer, la visibilité que ça allait lui donner, que le buzz soit bon ou pas. En marketing, on dit qu'il n'y a pas de buzz en fait, que le buzz, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, il est là. Et donc du coup tous les moyens sont bons, et un bad buzz ça a toujours plus de retombées qu'un bon buzz en fait. Donc pour moi ça va au-delà de la simple fétichisation des corps noirs. C'est vraiment toujours le fait qu'on utilise vraiment les corps noirs à des fins différentes, et dans ce cas-là à des fins de déjà mannequin pour un vêtement, et ensuite de stratégie marketing en fait. C'est le ressenti que j'ai eu à propos de cette affaire, et c'est un ressenti qu'on a dans tous les éléments culturels aujourd'hui. On voit que je trouve que les Noirs se servent d'objets et dans des sens divers dans beaucoup de choses. C'est quelque chose qui m'avait choqué dans un film, je vais en parler rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu le film Three Billboards, le film où la femme dont la fille s'est fait tuer affiche trois panneaux publicitaires pour interpeller le chef de la police. Ce qui m'a choqué en fait, en dehors du film et tout, qui était bon, somme toute très bien tout ça, c'était quand même l'utilisation des personnes noires dans le film. En fait, j'ai trouvé que le corps de la personne noire était utilisé comme compas moral en fait dans ce film, parce que je vais essayer de le faire sans spoiler pour les gens qui l'ont pas vu, mais de toute façon c'est des éléments qu'on voit dès la bande-annonce en fait. Et dès la bande-annonce, donc la mère de famille donc, qui a perdu sa fille, pour justifier le fait qu'elle loue ses panneaux publicitaires, dit oui, la police, il me semble que la police est trop occupée à torturer des hommes noirs pour se préoccuper de mon affaire. Voilà, il y a aussi le fait qu'elle ait juste une amie noire, qui, voilà, donc dans le film, le fait qu'elle, je vais pas trop spoiler, mais le fait que du coup la mère fasse cette grande campagne publicitaire, ça a des retombées sur son amie noire et elle ne s'en soucie absolument pas.
Il y a le fait aussi que voilà, la mère a un discours qu'on pourrait qualifier de plutôt surprenant, donc pour une femme blanche habitant dans une petite ville du fin fond des États-Unis. Mais à aucun moment, outre sa phrase de oui, je vois que la police torture des hommes noirs, on ne la voit à aucun moment essayer de prendre position pour ces hommes noirs que la police torture. Voilà, même les personnages noirs, elle les traite avec très peu d'égards en fait, et en fait les personnes noires, quand elles sont aussi mentionnées tout au long du film, ça nous sert en fait à identifier les bons et les méchants. C'est-à-dire que si c'est la personne qui en parle en accusant l'autre personne de les torturer, c'est quelqu'un de bien, et si c'est quelqu'un qui essaye de pas trop en parler et qui balance des injures raciales, c'est la personne mauvaise. À aucun moment on prend parti pour elle, à aucun moment on les défend, à aucun moment on parle des injustices qu'ils ont subies dans cette ville, alors qu'eux-mêmes n'avaient personne pour les défendre, personne pour louer des panneaux publicitaires pour eux. Non, ça nous sert juste à repérer qui est bon et qui est gentil, du côté de qui on doit être en fait. Et c'est un aspect qui m'a profondément dérangé dans le film en fait, parce que voilà. On ne parle pas des injustices que les Noirs ont subies avant le film, que les Noirs subissent pendant le film. Ça sert juste de compas moral en fait, et d'indiquer au spectateur, voilà du côté de qui tu dois être et voilà qui tu dois détester. Parce que, voilà. Et justement, tous ces propos et la façon de se servir du noir comme un objet, ça m'invite à clôturer la boucle, mais aussi par le travail de Soraya, qui finalement, à travers tous ces éléments, invite les personnes à ne plus accepter leur identité, à se dépigmenter, à porter des perruques. Je te laisse peut-être clôturer ce débat, Soraya, et, parce que c'est pas fini. Encore une question. Justement, le débat va continuer. Après, dans le networking, vous pourrez échanger directement avec les artistes parce qu'on doit libérer la salle. C'est la raison pour laquelle je propose de terminer. Moi j'avais une question pour Soraya quand même. Ah, bah allez-y alors. Je voulais savoir, bonsoir, merci en tout cas pour les 3 présentations, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et je me posais la question, alors j'avais des questions pour tout le monde, mais alors on doit conclure. Sur votre film, on comprend en fait qu'il y a une stratégie d'autodéfense en fait par la métamorphose du cheveu. Tout à fait. Et je me posais la question, comme on ne voit pas la fin du court-métrage, est-ce que finalement elle garde les cheveux modifiés ou est-ce qu'elle les enlève? Est-ce qu'elle revient à la racine ou elle garde le cheveu modifié? Je ne vais pas spoiler, donc je dirais de façon un peu énigmatique que ça se termine mal. D'accord. Je suis souvent un peu cruelle avec mes protagonistes. Voilà. Peut-être que vous aurez une réponse précise. Voilà. Et est-ce que Nadine, tu peux mettre la photo? La photo de tes grands-parents? Oui. Nous dépassons largement le temps, mais n'hésitez pas en tout cas tout à l'heure à échanger. Alors ça, c'est une photo que mon grand-père m'a transmise, mon grand-père qui est béninois, en octobre dernier. Et cette femme qu'on voit au centre, c'est mon arrière-arrière-grand-mère. Donc cette photo a été prise aux alentours de 1918. Et quand je l'ai vue, ça m'a posé de nombreuses interrogations. Parce que qu'on voit là, la tenue qu'elle porte, voilà, mon grand-père béninois me montre une photo de mon arrière-arrière-grand-mère. Je dis, mais elle n'est pas au Bénin, là. Je vois une tenue très chaude, une espèce de manteau, il y a un blanc qui l'entoure, tout le monde est très bien vêtu, chaudement vêtu. Donc, je l'interroge, en fait, sur cette arrière-arrière-grand-mère, qui est-elle? Et où est-elle? Et donc, cette femme, elle est issue, donc c'est la fille d'une esclave d'Orego, c'est une esclave libérée, qui est revenue du coup au Bénin après avoir été à Bahia, il me semble qu'elle était. Et donc elle fait partie de ces Noirs qui reviennent au Bénin avec une culture métissée, une culture un peu afro-brésilienne, on les appelle les Agoudas. Ils portent les noms de famille souvent de leurs anciens maîtres. Hein. Et quand ils reviennent au Bénin, en fait, ils ont... en même temps, donc souvent c'était des gens d'origine Yoruba qui avaient été capturés et envoyés là-bas. Et quand ils reviennent, ils parlent finalement le portugais aussi. Ils ont pris de la culture brésilienne et ils le sentent aussi un peu comme une fierté, ce métissage. Et ils ne vont pas, quand ils rentrent finalement à l'intérieur du pays, dans leur village, pour réintégrer leur structure culturelle, mais au contraire, ils restent sur les côtes
dans les villes où les colons se sont installés, que ce soit les Portugais qui font du commerce d'import-export entre le Portugal et le Bénin, ou ceux qui font du commerce d'esclaves Bénin-Brésil, et ils s'installent avec eux et ils se marient. Et donc, parce que déjà, ils n'oublient pas que parfois ce sont des chefs de village qui les ont vendus, donc parfois ils ont peur, ils ont du mal à pardonner leurs frères noirs en fait, et parce que aussi ils ressentent comme une richesse de cette culture différente qu'ils ont, de cette langue qu'ils parlent en commun avec ceux qui ont le pouvoir économique. Et donc mon arrière-arrière-grand-mère, descendante d'une esclave d'Orego qui elle était esclave libérée, s'est mariée avec Joao Angelo, mon arrière-arrière-grand-père qui était capitaine d'un navire négrier. Quel étrange mélange! Et elle a vécu au Portugal, en grande partie, à Figueira da Foz. Et donc la personne qu'on voit à sa gauche, c'est son fils, c'est le père de mon grand-père, qui a grandi au Portugal et qui ensuite est parti après ses études au Dahomey, le nom du Bénin à l'époque. Donc je suis issue en fait finalement depuis un siècle d'une lignée d'Afropéens, de gens qui se débattent en fait avec leurs origines diverses, qui portent en eux voilà, une femme qui pourtant est noire, mais a décidé délibérément de se parier avec un homme qui frayait avec le commerce du trafic humain. Et je me demandais pour elle qu'est-ce que c'était en tant que noire de vivre au Portugal, en tant que femme métissée. Donc je pense que voilà, il y a ce questionnement d'exotisme encore, même un siècle plus tôt, parce qu'on est dans des problématiques Enfin, bon, c'est qu'il y a un siècle, on n'est pas non plus au XVIIe siècle, mais j'aime bien cette photo, ça m'a permis de remettre en perspective toutes ces problématiques dont on parle aujourd'hui, que ce soit la problématique H&M, tout ça. Ça m'a fait du bien de savoir que finalement on était tous traversés par ces contradictions, et ce rapport amour-haine avec la terre, l'histoire, l'héritage, voilà, c'était déjà là il y a un moment, effectivement. Et donc, l'exotisme, comment s'en libérer, comment s'en détacher, comment aller au-delà du noir et du blanc. C'est tout ça que j'interroge à travers mon travail, et vous aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une problématique que j'essaye d'être emmenée à dépasser. Là, je travaille sur un documentaire où ce sont 3 jeunes filles afropéennes qui vont à leur rencontre de leurs cousins afro-américains, à la fois proches et lointains. Chacun projette un imaginaire exotique sur l'autre. Elle, avant de partir avec toutes les images qu'on a de la culture américaine, qui depuis le plan Marshall est déversée complètement, partent avec tout plein d'images exotiques de ce que c'est l'afro-américain. Et l'afro-américain qui est déraciné, qui n'a pas ce rapport à l'Afrique que ici, la plupart du temps, on a la chance d'avoir, parce qu'ils n'ont que des prénoms d'esclaves, ils n'ont pas de nom de famille pour remonter. Ils ont tout un fantasme, tout aussi un imaginaire qui projette sur l'Afrique. Et donc, c'est sur cette rencontre des deux, voilà. En tout cas, donc l'exotisme, un thème passionnant. Merci Soraya. Et hélas, le temps est débordé, mais je vous propose, si vous le souhaitez, de continuer individuellement avec les artistes. On va vous accompagner dans la salle du networking. Sinon, au niveau de l'actualité, Soraya va projeter son vitiligo dans une exposition qui va se passer à la Galerie 59. Le vernissage sera le 18 avril. Sa projection sera le dimanche 22 avril. Les informations seront diffusées individuellement, mais donc tu pourras mieux parler de ton travail, mais aussi tout à l'heure. Jean-François, est-ce que tu as une actualité prochainement? En cours, j'ai eu une exposition, enfin participé à une expo de groupe à Tours, Eternal Gallery, sur mon travail de collaboration avec le voguing. Aussi une exposition, mais vous pouvez voir mon site, une exposition à Bruxelles, et une autre exposition. Mais rien sur Paris. Paris, bientôt un solo show à la galerie, à la Maëlle Galerie. À la Maëlle Galerie. Enfin, à la rentrée, enfin, vers l'automne. D'accord, voilà. À la rentrée prochaine. Et Clémence? Justement, je pense que la suite de mon travail va peut-être s'inscrire justement dans la continuité du thème de l'exotisme, vu que justement avec une des dernières vidéos que j'ai produites justement sur le phénomène de la pop coréenne et justement l'utilisation des corps noirs comme encore une fois
un objet. Et voilà. La pop coréenne. Hein. Oui. D'accord. Je pense que je vais du coup faire peut-être une série vidéo sur justement les sexualités noires en fait, et voir comment les corps des hommes et femmes noirs sont perçus et comment du coup notre sexualité nous peut être impactée en fait. Voilà. Donc nous on doit te suivre par internet sur YouTube. Oui. Merci beaucoup, je vous invite à aller suivre. Ouais.